Cette vidéo couvre le matériel concernant la partie du cours ASR 2100, gestion des risques et assurance, qui s'appelle Théorie de l'assurance, partie 2, qui se trouve à être en fait une exploration du modèle développé par Rothschild et Stiglitz en 1976 sur la version au risque et l'assurance. La sélection adverse, la version au risque et l'assurance. Donc ici, ce document discute des stratégies pouvant être utilisées par un assureur afin de desservir une population contenant des individus avec des niveaux de risque différents. Donc, il y a différents individus qui peuvent se présenter chez l'assureur afin de contracter un contrat, afin d'obtenir un contrat d'assurance. Ces individus peuvent avoir différents profils de risque, haut risque, faible risque, moyen risque. L'assureur, lui, lorsque l'individu est debout devant lui, a demandé à se faire assurer pour un risque quelconque. L'assureur ne peut savoir si l'individu ne peut voir directement le niveau de risque de l'individu. Donc, le niveau de risque de l'individu sera connu qu'à la fin de la période seulement, lorsque les accidents auront lieu. Donc, l'assureur fait face à un problème de sélection adverse. Donc, tout dépendant des contrats qu'il offre aux clients potentiels, certains contrats risquent d'être choisis par des individus dont le profil de risque engendrerait une perte pour l'assureur. Donc, le problème de si tous les individus avaient le même risque dans la population, le problème de sélection adverse n'existerait pas pour l'assureur. L'assureur offrirait un seul contrat à tous et le prix serait le juste prix permettant à l'assureur d'être profitable ou d'arriver kiff-kiff et permettant à l'assuré ici de réduire ou d'éliminer son risque à un prix qui lui convient. S'il y a différents niveaux de risque dans la population et que l'assureur met en marché différents contrats s'adressant aux différents niveaux de risque, le contrat s'adressant aux faibles risques devrait coûter moins cher que le contrat s'adressant aux individus à risque élevé. Mais si les contrats s'adressant aux individus à faible risque attirent aussi les individus à risque élevé, mais ce contrat devient déficitaire pour l'assureur. Donc, c'est là le problème de sélection adverse. Donc, sélection. Qui sélectionne? Donc, l'assureur annonce à l'avance des contrats d'assurance. Par la suite, les assurés se présentent un à un et choisissent parmi les contrats offerts le contrat qu'ils préfèrent. Donc, la sélection est effectuée par l'assuré. Adverse, c'est que des différents contrats offerts, un est prédestiné aux individus à faible risque, un autre est prédestiné aux individus à moyen risque, un autre est prédestiné aux individus à haut risque. Si, quand un individu sélectionne un contrat, celui-ci sélectionne le contrat s'adressant aux individus à faible risque alors que lui-même est à haut risque, mais cela engendre une situation de profitabilité adverse pour l'assureur. Donc, c'est de là le mot adverse. Donc ici, nous allons tenter de répondre aux questions suivantes. Est-il possible pour un assureur d'offrir le même contrat à toute la population basé sur le risque moyen des individus dans la population? L'assureur peut-il offrir des contrats différents s'adressant aux différents risques de la population? À l'intérieur de cette question-là, l'assureur peut-il offrir des contrats à couverture entière pour l'ensemble des niveaux de risque présents dans la population? Et finalement, l'assurance obligatoire peut-elle améliorer le sort de tous dans une population où les individus sont intéressés par l'achat de contrats d'assurance? Donc, le temps est divisé en deux périodes, le temps 0 et le temps 1. Donc, au temps 0, l'individu possède une richesse qu'on appelle W0. Et au temps 1, l'individu peut subir un accident qui va lui coûter K.
Donc, si l'individu subit un accident, sa richesse baisse. Elle passe de W0 à WA, qui est égal à W0 moins K. Si l'individu ne subit pas d'accident à la période 1, alors sa richesse reste constante à W0. Il existe deux types d'individus dans la population, les types à haut risque, H, haut risque, et les types à faible risque, les types F. Donc, la probabilité d'accident des hauts risques, PH, est plus élevée que la probabilité d'accident des faibles risques, PF. Dans ce qui va suivre, les démonstrations se font entièrement à l'aide de graphiques. Et tout ça se fait sur un graphique dont les axes montrent la richesse de l'individu sans accident et la richesse de l'individu alors qu'un accident se produit. Le choix de l'individu se fait au temps zéro en termes d'espérance de richesse avec ou sans accident. Donc, les deux biens ici entre lesquels l'individu choisit, la combinaison des deux biens que l'individu choisit consiste à une combinaison de richesse en cas d'accident et de richesse en l'absence d'accident, suivant les probabilités de chacun de ces niveaux de richesse. Et le choix d'assurance se fait en fonction des probabilités d'accident versus la richesse en cas d'accident. Et s'il y a assurance, l'indemnité en cas d'accident. Et sans assurance, la richesse moins la prime d'assurance payée. Donc, on modélise un marché d'assurance compétitif en ce sens que l'entrée des compagnies d'assurance sur le marché est ouverte. Donc, si un contrat ici est profitable, s'il existe sur le marché un contrat qui soit profitable pour une compagnie d'assurance, bien, une deuxième compagnie d'assurance peut se présenter sur le marché, offrir le même contrat avec une prime 1 sou plus faible. Donc, un contrat, deux contrats à couverture identique, mais l'un d'eux ayant une prime 1 sou inférieure à l'autre, tous les assurés vont choisir le moins cher des deux contrats et c'est ce qui pousse à la baisse les primes d'assurance de façon à ce que chaque assureur présent sur le marché réalise un profit exactement égal à zéro. On aurait pu modéliser la même chose en imposant une limite inférieure, une limite supérieure au profit que chaque assureur peut réaliser. Comme on aurait pu dire, le profit d'un assureur ne dépassera jamais 5% ou il n'y a pas un assureur qui va offrir un contrat pour lequel la profitabilité est inférieure à 5% de la taille du contrat. Ça nous aurait donné qualitativement les mêmes résultats que de faire l'hypothèse que les prix s'ajustent jusqu'à ce que le profit espéré d'un assureur soit égal à zéro. Voici la position de départ sur le graphique. Donc, le point A, c'est la position de départ. Donc, l'axe des X ici, ça se trouve à être la richesse de l'individu sans accident, W0. Donc là, on est au temps zéro. Et là, ce graphique-là, c'est les possibilités auxquelles fait face un individu à la fin de l'année complètement, le 31 décembre. Donc, nous sommes le 1er janvier. L'individu fait face à deux situations en cours d'année. Subir un accident, ne pas subir un accident. Si l'individu ne subit pas d'accident, sa richesse reste égale à W0. Si l'individu subit un accident, sa richesse baisse de K$ et passe à W0 moins K. Donc ça, c'est WA, c'est richesse accident. WN, richesse sans accident. Donc le point A, c'est le point de départ. Ce sont les deux possibilités. C'est la combinaison des deux possibilités auxquelles fait face un individu au début de l'année. En d'autres mots, nous sommes le 1er décembre. L'individu se voit dans le futur au 31 décembre, la veille du jour de l'an. Et là, se demande, la veille du jour de l'an, il y a deux possibilités. Ma richesse est WN ou ma richesse est W0 moins K.
Donc, étant donné qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2021, quel niveau de richesse aimerais-je avoir au 31 décembre de la même année avant de fêter le jour de l'an? OK? Et pour y arriver, suis-je intéressé à me procurer ou non de l'assurance? Donc, au temps zéro, l'utilité espérée de l'individu ressemble à ça ici. Donc, la probabilité d'accident est donnée par P. Donc, l'utilité espérée de l'individu, c'est la probabilité de ne pas subir d'accident fois le bonheur que procure une richesse WN, plus la probabilité de subir un accident multiplié par le bonheur que procure une richesse WA. Donc, la fonction d'utilité, on veut qu'elle soit croissante et concave. Donc, croissante parce qu'on veut que plus de richesse procure plus de bonheur que moins de richesse. Et concave parce que on veut qu'à un certain moment donné, il y ait une décroissance dans l'augmentation de bonheur qu'un dollar puisse apporter à quelqu'un. Et ceci permet d'avoir une solution lorsqu'on a certaines contraintes dans un modèle, comme des contraintes de budget ou des contraintes de... ou des contraintes c'est ça, de capacité. En l'absence d'assurance, l'utilité espérée d'un individu est donnée par la fonction suivante, donc probabilité de ne pas avoir d'accident fois bonheur d'avoir une richesse W0, plus probabilité de subir un accident fois le bonheur que procure une richesse W0 moins K. L'analyse dans cette section va utiliser des courbes d'indifférence. Donc, des courbes d'indifférence, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des points. Donc, on a un point de départ ici qu'on connaît, c'est W0, W0 moins K. La courbe d'indifférence passant par W0, W0 moins K, le point A, se trouve être l'ensemble des combinaisons WN, WA, entre lesquelles l'individu est indifférent relativement au point A. Donc, une courbe d'indifférence est un ensemble. C'est un ensemble de combinaisons procurant le même niveau de bonheur espéré à un individu. Le niveau de bonheur espéré d'un individu ici dépend de sa probabilité d'accident. Donc, les individus à haut risque et les individus à faible risque ressentent le même bonheur face à 100 $, ressentent le même niveau de bonheur lorsqu'ils ont entre les mains 1000 $. Okay? Donc, la fonction U est la même pour tous. Ce qui change dans notre calcul d'utilité espérée avec les individus ayant différents risques, c'est la probabilité d'accident. Et là, si on calcule des courbes d'indifférence pour des individus à haut risque et des courbes d'indifférence pour des individus à faible risque, celles-ci n'auront pas la même pente, n'auront pas la même structure. L'allure des courbes d'indifférence des individus à haut risque ne sera pas la même que l'allure des courbes d'indifférence des individus à faible risque. Donc, courbe d'indifférence, une courbe d'indifférence, c'est un ensemble. C'est un ensemble de points. C'est un ensemble de points procurant le même niveau d'utilité espérée à un individu particulier. Donc, les individus à haut risque vont avoir leur propre courbe d'indifférence et les individus à faible risque auront eux aussi leur propre courbe d'indifférence. Maintenant, si je trace la courbe d'indifférence d'un individu passant par le point A, okay, passant par le point des richesses sans accident versus richesses avec accident, ben c'est l'ensemble des points WN, WA, tels que l'utilité espérée de WN et de WA est égale à l'utilité espérée de W0 et W0 moins K. Mathématiquement, ça ressemble à quoi? Si ma fonction U, c'est la racine carrée de W, qui est une fonction croissante et concave, eh bien, l'utilité de la situation de départ, nous la connaissons. Donc, si nous connaissons W0, 100 000, si nous connaissons la valeur de K,
20 000. Si nous connaissons la probabilité d'accident 5%, eh bien, U de 0, c'est 95% fois racine carrée de 100 000 plus 5% fois racine carrée de 100 000 moins 20 000. Donc ici, il s'agit de trouver tous les WA, fonctions de WN, de telle sorte que l'utilité espérée de WA et WN est égale à U de 0. Donc si on isole WA, nous obtenons la fonction suivante. Donc ici, U0 est un terme connu. Nous connaissons la valeur de U0. Nous connaissons la valeur de P, 5%, 1%, 2%, 10%. Et ici, il s'agit de, pour chacune des valeurs de WN que nous avons sur le graphique, il s'agit d'y associer un point WA. Et voici notre courbe d'indifférence. Donc la courbe d'indifférence ici, nous allons voir qu'elle a une forme descendante et qu'elle sera en fait convexe. On peut remarquer aussi la relation suivante. Okay, la courbe d'indifférence d'un individu calculé avec pH va être plus plate que la courbe d'indifférence d'un individu calculé avec la probabilité PF. Okay, nous allons pouvoir le voir sur le graphique. Donc, voici le point de départ. Le point A se trouve à être le point de départ. La courbe rouge représente une courbe d'indifférence pour un individu à haut risque. Donc, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons richesse en cas d'accident, richesse sans accident, qui donnent le même niveau d'utilité espérée à un individu à haut risque que le point de départ W0, W0 moins K. Et la courbe bleue, c'est l'ensemble des points WN, WA. Okay, ici, WN, WA, on se dit, il y a deux états de la nature. Accident, pas d'accident. Ici, si jamais un accident se produit, lorsqu'on trace ces courbes-là, ce qu'on dit, c'est que si jamais un accident se produit, bien, la richesse que l'individu pourra utiliser pour consommer sera de 50. Et si jamais il n'y a pas d'accident, la richesse que l'individu pourra consommer sera de 60. Okay? Sans tenir compte des W0 ou des K ici. Donc, on fait abstraction de la richesse initiale et du dommage que cause un accident. On fait simplement, l'individu fait face à deux situations. Un accident avec 5% de chance, pas d'accident avec 95% de chance. Et là, ben, s'il y a un accident, voici ce qu'on consomme. Si on ne subit pas d'accident, voici ce qu'on consomme. OK? Ou encore complètement une autre façon de percevoir le problème. Imaginez que subir ou non un accident est simplement une loterie. Donc, ce n'est pas dû au fait que j'ai conduit ma voiture, que je sois parti en voyage ou quoi que ce soit. C'est neigera-t-il, oui ou non, le 18 décembre? OK? Supposons que c'est mon scénario. Donc, la richesse du côté sur l'axe WA, ça se trouve à être ma richesse si jamais il neigeait le 18 décembre 2021. Alors que ma richesse WN, ce serait mon niveau de richesse s'il ne neigeait pas le 18 décembre 2021. Donc là, dans mon scénario de départ, on me dit, le maître du jeu me dit, s'il neige le 18 décembre 2021, votre compte en banque montrera le solde suivant, W0 moins K. Mais s'il ne neige pas le 18 décembre 2021, votre compte en banque montrera le solde suivant, W0. Maintenant, compte tenu de la probabilité qu'il neige ou non le 18 décembre, donc si je crois qu'il existe une probabilité de 10% qu'il neige le 18 décembre, ben j'ai 10% de chance de consommer W0 moins K, 90% de chance de consommer W0. Et là, ce qui se trouve sur la ligne bleue ici,
c'est toutes les combinaisons WA-WN que je pourrais consommer avec une probabilité 10% versus 90%. Avec ma courbe rouge IH, ben là, mes probabilités des différents scénarios sont différentes. Donc, si avec la courbe bleue, on parle d'une probabilité de 10% de se retrouver sur l'axe vertical et une probabilité de 90% de se retrouver sur l'axe horizontal. Sur la courbe rouge ici, on parle d'une probabilité de 20% de se retrouver sur l'axe vertical et d'une probabilité de 80% de se retrouver sur l'axe horizontal. Donc ici, étant donné que la personne à risque H a plus de chances que la personne à risque F de consommer la valeur qui se trouve sur l'axe vertical, ben, de façon à rester indifférente entre consommer W0, W0 moins K, ici, on a beaucoup moins si on réduit la richesse de l'individu en l'absence d'accident, ben on a moins à le compenser en cas d'accident en échange. Alors que si j'ai quelqu'un ici qui a très peu de chances de se retrouver sur l'axe WA et qu'on lui enlève un peu de sa richesse en l'absence d'accident, ben cette personne-là ici demandera beaucoup plus que le rouge pour être compensée pour cette baisse de richesse. OK, par exemple, supposons qu'on parle d'un accident de voiture. Et F ici conduit très très peu, très prudemment, n'utilise que sa voiture pour aller faire l'épicerie une fois par semaine. Donc la probabilité d'être impliqué dans un accident par une personne F est très très faible. Donc à la fin de l'année, au 31 décembre, le solde du compte en banque d'une personne F a 99,9% de chance d'être W0 et 0,1% de chance d'être W0 moins K. Alors que le H, lui, c'est quelqu'un qui utilise toujours sa voiture, conduit très vite, fait peu attention, beaucoup de millage, est parfois distrait. Donc lui, sa probabilité ici de consommer W0 à la fin de l'année, c'est 90% et il a 10% de chance de consommer WA à la fin de l'année. Donc si je dis à l'individu F qui utilise très peu sa voiture, que je vais lui enlever un peu d'argent de son compte en banque, même si il ne subit pas d'accident de voiture durant l'année, eh bien, combien dois-je lui donner en échange en cas d'accident pour que celui-ci reste indifférent avec la situation de départ? Donc, cette personne-là a 99,9% de chance d'être ici et seulement 0,1% de chance d'être en situation d'accident. Donc, si on lui enlève 1 $ dans le scénario sans accident, bien pour que celui-ci reste indifférent avec la situation de départ, il faudrait lui donner au moins 10 $ en situation d'accident. Donc, lui va comparer les deux possibilités et de cette façon, il va se dire, bon, ben on m'a enlevé 1 $ que j'étais 99,9% de chance, que j'avais 99,9% de chance de consommer. En échange, si jamais je subis un accident, en fait, ça sera plus que 10 $. On me donne en échange 1000 $ si jamais je subis un accident. Ce qui fait que, au total, en termes de probabilité d'utilisation de chacun de ces montants-là, on reste à peu près au niveau de départ de... ça donne à peu près l'équivalent de 1 $. Tandis que pour l'individu ici qui a 10% de chance de faire un accident, mais si on lui enlève 1 $ dans le scénario sans accident, ben, il s'agirait de lui donner seulement 10 $ dans le scénario avec accident pour que celui-ci soit indifférent. OK? Donc 10% de 10 $, ça donne à peu près 1 $. 90% de 10 $, ça donne 0,9. Donc, ça donne 90 sous. OK? Donc ici, on a moins besoin
Donc, on a moins besoin de compenser l'individu à haut risque en rajoutant de la richesse dans le scénario avec accident lorsqu'on retire un certain montant du scénario sans accident que dans le cas de la personne à faible risque. OK, donc tout au long de cet exemple, les courbes d'indifférence ou toutes les droites qui sont associées aux individus à haut risque vont être toujours plus aplaties. Donc, associer H avec horizontal. Horizontal commence par H. Donc, les courbes d'indifférence des individus H sont toujours plus proches d'une horizontale que les courbes d'indifférence des individus F. OK? Ou, une autre façon de vous en rappeler, voyez les courbes d'indifférence F, associez le mot F à falaise. Donc, les individus de type F ont des courbes d'indifférence beaucoup plus abruptes, comme une falaise, comparativement aux courbes d'indifférence des individus H, qui, eux, ont des courbes qui sont beaucoup plus proches d'une horizontale.